Bonsoir à tous. Le Centre d'études sur le patrimoine et le tourisme a le plaisir de vous voir répondre présent à cette réunion en ligne dans le cadre des séries de conférences hebdomadaires qu'il organise. Alors, je voudrais rappeler qu'on a commencé ces activités le 27 juin avec une conférence sur les savoirs locaux qui a été présentée par le professeur Fritz Desormes, recteur de l'UEH. Et dimanche dernier, on a eu une présentation sur la mise en tourisme des parcs nationaux d'Haïti par le professeur Kenrick Demesvar. Et aujourd'hui, nous poursuivons ces activités avec une conférence autour du thème « Mise en valeur du patrimoine culturel par l'acte photographique ». Le conférencier que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui est spécialiste des programmes culturels à la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. Il est sociologue, photographe, membre du laboratoire Langage, Discours, la DIREP, expert du réseau de facilitateurs pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour la région de l'Amérique et des Caraïbes et représentant des étudiants francophones de l'Association canadienne d'ethnologie et de folklore, ACEF. Il est le chef de département d'histoire de l'art et archéologie à l'IRA de l'Université d'État d'Haïti, où il anime également les cours Histoire de la photographie et du cinéma au premier cycle, Patrimoine et identité au deuxième cycle. Auteur de plusieurs ouvrages portant respectivement sur la photographie et le patrimoine culturel haïtien, son dernier ouvrage sur la recherche-création s'intitule « Jazz Image, une autre pensivité photographique », Boucanté 2020, sous la direction du professeur Laurier Turgeon. Depuis hiver 2018, il poursuit ses études doctorales en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval, Québec, Canada. Ses intérêts de recherche portent sur les enjeux de patrimonialisation des lieux coloniaux en contexte post-colonie. Mesdames et messieurs, prêtons une oreille attentive à l'exposé de M. Kessler Bien-Aimé. Monsieur Kessler Bien-Aimé, vous avez la parole. Infiniment merci. Merci à vous, l'animatrice Sony. C'est ça? Super. Oui. Et merci à Michelot. Et merci notamment à l'organisation CEPAT, à ce centre qui vient d'être né et qui s'affirme déjà dans le champ du patrimoine et du tourisme, dans le champ culturel haïtien. Je ne commencerai pas mon propos pas avant une explication. C'est-à-dire, est-ce que je me demande moi-même, est-ce que c'est opportun, ce 11 juillet 2021, par les temps qui courent, dans cette conjoncture, de sortir du quotidien, de l'habituel, pour parler plutôt de l'inhabituel. S'agissant ici de la mise en valeur du patrimoine national par ce que j'appelle l'acte photographique. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est utile? Bien sûr, j'ai répondu à la commande qui m'a été placée par le centre, le CEPAT, et que c'est un rendez-vous académique. Je suis là, et bien entendu, pour faire avancer le débat, notamment le champ de la culture haïtienne et plus particulièrement la question du patrimoine. Et merci à ce centre. Est-ce que c'est utile de parler aujourd'hui, notamment ce 11 juillet, de cette question-là? Je crois que c'est important. Peut-être cette conférence servira après, quand les esprits seront un peu plus calmes, et pour apprécier, pour débattre, pour continuer de débattre de ces questions, notamment la question du patrimoine. Maintenant,
pour traiter la mise en valeur du patrimoine culturel tel que formulé dans le sujet du jour, je me permets deux choses, si vous, bien entendu, si vous acceptez. Poser une préoccupation épistémologique en ce qui concerne l'acte photographique en soi. Ensuite, centrer de préférence mon intervention sur la notion du patrimoine culturel, tenant compte que sur l'affiche est indiqué plutôt, et centrer mon intervention sur le patrimoine national, tenant compte que sur l'affiche est indiqué plutôt patrimoine culturel. Je fais ce choix pour l'intérêt collectif, en ce qui nous concerne précisément. Nous allons parler notamment du patrimoine culturel haïtien suivant le cadre juridique qui le définit. Et depuis, en lien à la photographie, à l'acte photographique, depuis les années 2000, la photographie est de plus en plus une action, que je dirais, une action physico-numérique. C'est-à-dire, la graphie qu'elle laisse voir relève de l'action, bien entendu, humaine et technologique. Et en ce sens, je retiens dans mon intervention, par exemple, et ce que je vais dire ici, présentement, ce n'est pas de la photographie, ça ne concerne pas nécessairement un photographe de famille. Ça ne concerne pas nécessairement un touriste, considéré ici comme spectateur du patrimoine. Et ce qui suppose qu'il n'est pas en situation de médiation. Disons mieux, qu'il n'est pas partie prenante de la mise en valeur du patrimoine. En ce sens, sa contemplation prend tout son sens dans ce que Roland Barthes appelle en 1980 le « ça a été ». Par exemple, remémorant ses souvenirs de voyage dans une temporalité, disons, X, il se dit, ou il raconte à ses proches, j'ai visité ceci et j'ai visité cela. Donc, dans cette conférence, dans cette intervention, ce n'est pas nécessairement cet angle-là que je vais traiter. Mais l'acte photographique Dubois 1983 qui m'intéresse prend plutôt en compte le point de vue du récepteur, et c'est-à-dire celui qui s'intéresse plutôt à la notion de réalité, qui pose la question, par exemple, est-ce que c'est vrai, regardant une image, en face de l'image, sous ses yeux, lui, il se pose la question, est-ce que c'est vrai? À partir de l'index, c'est-à-dire dans le sens du signe, du référent, et montrant du doigt, désignant selon les codes culturels l'importance au sens de matériaux photographiques, c'est-à-dire les cadrages, les plans, les lentilles, exposition, atmosphère, contraste, etc. Pour moi, l'acte photographique dans la mise en valeur du patrimoine a un double, finalement, est un double acte. Double acte parce qu'il se veut intentionnel, il se veut objectivable dans la communication du patrimoine. Et en ce sens que la photographie, par exemple, et qu'on ne peut pas considérer ce photographe qui pose l'acte photographique dans une perspective patrimoniale, on ne peut pas le considérer comme un intermédiaire, etc. Il, elle, ou la photographe, en ce sens, est censée créatrice et que son action, c'est-à-dire, prend son sens parce que tout simplement, c'est lui ou c'est elle qui prend les décisions techniques, artistiques pour composer une image, bien entendu, l'image souhaitée. Et j'insiste sur souhaiter, tenant compte que nous sommes dans une perspective et de mise en valeur. Et maintenant, toutefois, par rapport à ces premiers éléments, et on peut dire, j'ai quand même des préoccupations ou des réserves. Toutefois, du point de vue ontologique, je tiens à signaler aussi et mensonger, parce que nous sommes quand même
dans le lieu de la construction de l'image et notamment de la photographie. Et aussi mensonger qu'il soit, l'acte photographique ne peut à lui seul mettre en valeur le patrimoine national. Et là, je m'appuie par exemple sur ce monsieur, par exemple Philippe Dubois, troublé devant l'ontologie et insaisissable de la photo. Il souligne qu'il n'est plus possible de penser la photographie en dehors de l'acte qu'il a fait être. Donc, c'est-à-dire, il est très problématique et compliqué pour s'engager par rapport à la photo et d'un point de vue de sa nature même, voire penser que cette photographie ou cet acte-là peut faire des miracles, mettre en valeur le patrimoine. Je vous présente une photo quand même ici qui prend un certain écart par rapport à la thématique. Et bon, bien entendu, cette photo a été faite là où se situe M. Michelot présentement. Et en ce sens, cette photo ne vous dit pas nécessairement les éléments de contexte, les éléments et finalement le cadre de la saisie de cette photo. Et alors, cette photo-là nous envahit finalement notre champ visuel. Donc, malgré finalement le référent ou l'intentionnalité imposée à une telle par un tel élément, finalement, la question se pose aujourd'hui, par exemple, et que la photo en soi est tellement indépendante et peut décider à tout moment de déplacer le choix qu'on fait, que ce soit comme photographe ou que ce soit comme récepteur, parce qu'il y a ce qu'on entend par le chevauchement des sens. Donc, le sens que je donne à cette photo, c'est certain que vous-même, en tant que ici, participante à cette conférence, peut-être vous accordez un autre sens à cette photo. Et que le patrimoine national, qui est censé notre propos, et notre deuxième élément du propos, et constitution du patrimoine, domaine du patrimoine et appropriation. En ce qui concerne le patrimoine national, ce terme fait référence à la fois au patrimoine naturel, historique et culturel. Bien entendu, je vous fais ici grâce de ne pas définir le patrimoine culturel en soi, et tenant compte que c'est toujours en définition et c'est assez compliqué, et les informations sont disponibles si vous avez du temps à lire. Donc, je vous invite à vous plonger dans les éléments définitionnels du patrimoine culturel et son historicité, etc. Ici, nous entrons directement en ce qui nous concerne par rapport à ce que j'ai annoncé avant, le patrimoine national. En ce qui concerne le patrimoine national, ce terme fait référence à la fois au patrimoine naturel, historique et culturel. Dans l'ouvrage « Le patrimoine national d'Haïti » de l'Institut national haïtien des arts et de la culture, INACA, on peut dire l'ancêtre du ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration avec l'UNESCO, l'architecte haïtien Albert Mangonèse, en 1983, pour lui, il définit le patrimoine national comme quoi? Quand nous parlons du patrimoine national haïtien, nous parlons donc d'un bien appartenant à chaque citoyen individuellement, mais également commun à tout le peuple. C'est en fait la propriété de la notion, la propriété entière de toute la nation haïtienne. Mais en même temps, en questionnant cette définition, il y a beaucoup à dire et nous y reviendrons. Bien entendu, au moins je poserai une question à la fin de la conférence et à la fin de ce PowerPoint, de ce slide. Et le décret, par exemple, du 10 mai 1989 sur la gouvernance du président général Avril, et ce décret distingue deux types de valeurs. Des valeurs culturelles et bien entendu également des valeurs naturelles, se relevant
et renvoyant à la notion de patrimoine culturel, et notamment national. Et en ce sens, nous avons sous nos yeux un ensemble d'éléments qui relèvent premièrement du naturel, des valeurs naturelles, et d'autres éléments renvoyant aux valeurs culturelles. Et que dans 4 éléments-là, on a suffisamment d'éléments de contexte pour apprécier les domaines du patrimoine culturel haïtien, et allant notamment de l'imprimé, de l'audiovisuel, du bâti, et du paysage urbain, etc. Mais sauf que, à noter en dessous, j'ai pris quand même le soin de le noter, à la fin notamment dans ce décret de M. Avril et 1989, 10 mai, et il n'est pas indiqué, bien entendu, ce serait ahistorique, mais quand même c'est important parce que le Bureau national d'ethnologie était, depuis 1941, est censé déjà là, sous la gouvernance de M. Lescaut, et que c'est quand même important de noter que ce décret-là, dans sa velléité élitaire, n'a pas nécessairement tenu compte des éléments du PCI haïtien tels que définis dans la Convention de 2003 et ratifiée par l'État haïtien en 2009. Mais bien entendu, je vous rappelle, ce n'est pas nécessairement ces définitions qui sont importantes, mais bien entendu, et par rapport déjà à la mise en place du bureau d'un espace discursif de recherche du Bureau national d'ethnologie, et que plein de travaux ont été déjà faits, et que ce décret n'a pas tenu compte des traditions haïtiennes, de toutes les représentations immatérielles et culturelles haïtiennes. Et maintenant, pour la mise en valeur du patrimoine culturel et national qui nous intéresse ici présentement, tenant compte que nous avons déjà centré notre regard sur le patrimoine national, et de quoi s'agit-il? Au sens populaire de la notion de patrimoine, il s'agit de faire connaître, de mettre en valeur un type de bien culturel ou naturel à des fins d'attractivité touristique, à des expressions, par exemple, identitaires, de cohésion sociale d'un territoire donné. Et cette opération, se reposant sur des éléments de communication culturelle, notamment patrimoniale, fait référence au renforcement de capacités et de divers médiateurs du secteur, fait référence à la production de contenu, à la programmation et animation, à la construction et diffusion de l'image souhaitée. Je dis encore l'image souhaitée, tenant compte, nous sommes dans une perspective pas nécessairement critique, mais plutôt une image un peu angélique par rapport aux problématiques, disons, au réel même, le contexte dans lequel ce patrimoine est censé exposer sur le plan social et politique et géopolitique. Et que maintenant, entendons-nous, encore une fois, si vous permettez, si vous acceptez de me suivre dans cette voie, entendons-nous ici sur un point de vue, et lequel, c'est la mise en valeur du patrimoine, n'est pas nécessairement automatisée. Elle implique un certain nombre d'engagements et d'actions, bien entendu. C'est-à-dire, on peut dire, par exemple, l'identification des principaux acteurs, parce qu'on a besoin d'eux, et on a besoin de médiateurs du secteur pour poser la question et pour prendre en charge les questions qui sont liées aux actions qui sont liées à la mise en valeur du patrimoine. L'identification des ressources techniques et financières, l'élaboration et l'application de mesures de sauvegarde, la définition d'un cadre pluridisciplinaire pour la protection de la sauvegarde, la promotion de la durabilité du patrimoine. Et sous vos yeux, il y a un petit schéma assez synthétique qui vous présente les éléments qui attirent votre attention plutôt sur les éléments étatiques en termes d'institutions responsables de la prise en charge et de définition plutôt et de la mise en valeur, et également des éléments non étatiques. Donc, globalement, nous avons les médiateurs, acteurs et médiateurs, si on respecte finalement les perspectives de
Legnaud 1995. Et nous avançons ici pour voir que toute opération en ce qui nous concerne, nous qui sommes impliqués dans les études du patrimoine et dans la recherche, toute opération de recherche entreprise pour évaluer les actions des pouvoirs publics, c'est-à-dire des éléments étatiques et privés relevant de la société civile et le patrimoine national, en ce sens, me paraît intéressant. Toute action et toute opération visant à évaluer ces efforts. Et en ce sens, pour les questions à venir, j'espère qu'on soit ici nombreux ou pas, nous aurons quand même des questions et je crois, j'oriente votre regard sur 3 points et que j'appelle les composantes interdépendantes de mise en valeur du patrimoine national. Lesquelles composantes un est censé le registre et inscription. Registre dans le sens que parlant de mise en valeur du patrimoine, ça se fait d'une façon, il y a un cadre qu'il faudra définir et les éléments d'inventaire et authentifiés et certifiés sur un registre, sur une liste est absolument essentiel et important. En ce sens, et en même temps, il faut bien dire que c'est pas une chose, disons, c'est pas une opération non nécessaire, ou du moins pour faire parce qu'on doit faire quand même, et parce qu'il s'agit de la responsabilité de sauvegarder, de conserver, de transmettre en ce sens, il faudra à un certain moment authentifier, certifier et à travers un registre, et c'est pas sans raison, depuis 2012, et en Haïti, en particulier dans le champ que nous parlons, et le ministère de la Culture crée un registre du patrimoine et culturel haïtien où présentement nous avons une vingtaine d'éléments régulièrement inscrits. Nous regardons après qu'en est-il de la suite de ces inscriptions et dans une perspective de mise en valeur sérieuse et concrète, etc. Mais cette opération est quand même nécessaire. Et deuxième élément, c'est la composante que j'appelle protection et sauvegarde et gestion, et parce que ce sont des éléments, de toute façon, ce sont des préalables pour arriver à la protection, la sauvegarde et la gestion. Il nous faut justement pouvoir identifier ces éléments-là et lesquels éléments, selon le domaine, qu'il s'agisse du naturel ou du culturel, il faut pouvoir les identifier. Et que les opérations de protection, les opérations de sauvegarde et de gestion ont à voir, bien entendu, prennent sens par rapport à cette deuxième composante et après les registres et les inscriptions, que ce soit au niveau local, inscription au niveau local et inscription au niveau national et inscription au niveau international. Et j'attire votre attention par rapport à la question de l'international. Et sur le plan international, nous avons quelques éléments inscrits dans différents champs, que ce soit au niveau naturel. On peut parler des parcs nationaux, que M. Kendrick Demesvar en a parlé dimanche dernier, et que également pour le bâti culturel, on a le parc national, le PNH, et pour le documentaire, et par rapport et pour le documentaire, on a quand même le Centre d'art, les archives du Centre d'art, et on a également les archives, les recherches d'Odette Benson Rigaud. Et pour Mémoire du monde, ce n'est pas suffisant, mais ces éléments inscrits et prennent compte finalement, rentrent dans le cadre de ce qu'on entend par registre et inscription au niveau local et inscription au niveau international dans une perspective de protection, de sauvegarde, bien entendu, de gestion. Maintenant, si on voulait se dire, soyons sérieux, est-ce qu'il y a vraiment de gestion? Une question de toute façon à vous poser et à débattre dans les minutes qui suivent. Et maintenant, la troisième composante, c'est la transmission et mobilisation des soutiens. Et justement, tout cela se fait dans une perspective, bien entendu, de transmission. Et là, je me démarque un peu de Godard, qui n'est pas du tout dans la transmission, et même s'il est, lui, il est dans le cinéma,
mais il n'est pas dans l'héritage en ce sens, mais parlons du patrimoine, nous sommes justement dans une perspective d'héritagisation. En ce sens, et la question de transmission est censée importante comme composante. Et également de mobilisation des soutiens, tenant compte que la sauvegarde, la gestion, et des points de vue techniques, il faudra justement mobiliser des fonds, mobiliser des ressources techniques et pouvant nous accompagner. Et le cadre coopératif est mis en place, auquel, bien entendu, l'État haïtien est adhéré et pour la gestion du patrimoine et des différents types, bien entendu, que nous verrons après, et qu'il faudra profiter du cadre coopératif pour le patrimoine mondial et pour le patrimoine culturel immatériel et bien entendu pour tout ce qui a à voir avec les éléments du patrimoine et naturel, etc. Maintenant, nous avons quand même quelques éléments de constat avant de terminer. Peut-être que j'ai quand même 2 slides encore. Et des éléments de constat quand même à retenir ou à souligner. Et c'est quoi? Il y a quelques éléments de constat qui sont pour moi-même des défis auxquels fait face le patrimoine national. Et de nos jours, le patrimoine national est intrinsèquement lié aux défis les plus pressants auxquels le territoire haïtien est confronté. C'est-à-dire, nous avons des déficits, c'est clair, nous avons un déficit d'État. Bon, déficit d'État, pour mieux dire, déficit de gouvernance. Et ça saute aux yeux. Bon, faible degré de priorité accordé à la question de la sauvegarde, à la question de la protection du patrimoine. Et peu de politique est favorable au développement de la culture. Et en ce sens, et regardons tout simplement le budget national. Je vous invite à lire Paul les Bien-Aimés 2017. On peut voir, apprécier comment est reparti le budget, le peu qu'il soit, qui existe encore, qui est attribué à la culture et comment cet argent et ces ressources sont utilisées, etc. Et ensuite, limitation budgétaire, et on sait que déjà le budget national, de quoi il en est, et c'est finalement cette assiette-là, et bien entendu, comment la corruption qui s'installe, qui se développe, qui prend corps, et comment cette corruption empêche finalement à ce que une partie juste arrive à la protection, à la sauvegarde, à la mise en valeur du patrimoine. Faible consultation publique et communautaire, on n'a pas nécessairement constaté des communiqués et finalement, que ce soit du secteur public et privé, et où on souhaiterait même consulter la communauté par exemple, sur un élément de sauvegarde du patrimoine culturel. Ce n'est pas toujours évident, et alors que le premier protecteur d'un bien culturel, etc., c'est les gens qui habitent et non loin, qui environnent finalement ce bien-là. Donc, en ce sens, il n'y a pas nécessairement de consultation publique communautaire. Et faible niveau de communication institutionnelle et administrative, faible capacité, et faible capacité administrative, et bien entendu, c'est assez clair, et cette capacité-là est compliquée. Et au niveau institutionnel, on n'a pas suffisamment, on peut dire que le ministère travaille dans son lieu et le ministère de l'Intérieur travaille dans son lieu, et la Commission nationale, le bureau haïtien du droit d'auteur, la télévision nationale, alors que finalement nous parlons, et tenant compte à la définition du décret du 10 mai 1989, c'est un corpus qui concerne beaucoup d'éléments allant avoir du naturel et au culturel, donc, et que les institutions responsables ne travaillent pas ensemble, et vous imaginez comment cette mise en valeur du patrimoine est compliquée. Et capacité institutionnelle laisse encore à désirer, donc, et ressources humaines, d'une part insuffisantes, voire non qualifiées. Donc, comment finalement rendre concret pour le rêve de la mise en valeur du patrimoine haïtien? Comment la photographie et l'acte photographique peut-il faire ce miracle? Et en ce sens,
Et nous avons ici autre constat et défi qu'il nous faut considérer. Et par exemple, nous avons le processus de mondialisation et de transformation sociale accéléré, le bouvarisme haïtien, il faut le souligner, disparition et destruction et pratique de vandalisme, intolérance, mépris de soi et manque de ressources pour assurer la sauvegarde, exode rural, migration interne et externe, grave menace de dégradation naturelle et anthropique, processus de folklorisation, tenant compte que nous parlons de sauvegarde, nous ne parlons pas de la folklorisation de cette question. En ce sens, là, pour être aujourd'hui un peu plus actuel, l'insécurité et la montée du banditisme qui occupe toutes les voies menant vers des sites culturels et patrimoniaux, comment se rendre dans le sud, à Saint-Louis du Nord, à Saint-Louis du Sud, comment aller à Souvenance, comment se rendre finalement au Caille et comment se rendre à Jacmel, etc. Donc, pour justement permettre en faciliter une opération de mise en valeur. Donc, c'est problématique et voir aujourd'hui, et pour être encore une fois actuel, la question, le défi que nous impose la COVID-19 et où la distanciation sociale s'impose. Nos musées, par exemple, se meurent, etc. Donc, assez de complications pour parler de ça. Donc, je pose une question par rapport à ça, à ces défis-là, à l'ère de toutes les convictions du système social haïtien, comment techniquement conserver, et je dis techniquement conserver durablement un site culturel patrimonial. Et que justement, comment le conserver, parce que techniquement le conserver, et là nous parlons justement de conserver, qui est en rapport avec finalement l'entreposage et dans un contexte et de minosité appropriée et gestion, etc. Donc, et visite qui rend un peu vivant cet élément-là. Donc, en ce sens, et à l'ère de finalement de toutes ces convictions du système social haïtien, comment techniquement sauvegarder durablement le site culturel et que ça s'annonce déjà et que ce patrimoine, comme j'ai l'impression de toujours dire assez souvent que le patrimoine n'est pas éternel et le patrimoine, et notamment national haïtien, est en passe de finalement assez compliqué pour le peu dire, pour dire peu. Et que, voilà le dernier slide. Et pour finir, tenant compte de toutes les fissures signalées et par rapport au constat et aux défis que je viens de signaler là, au niveau du système de sauvegarde du patrimoine national, parce que tous ces éléments-là sont ancrés et dans le système de protection, de sauvegarde du patrimoine national. En quoi l'acte photographique peut-il compenser ce manque de commun? De toute façon, et moi, j'estime pour l'instant que nous avons un problème, disons, pour admettre que nous avons un commun à gérer par rapport à la définition de M. Mangonèse et parlant de patrimoine national, il s'agit du commun, c'est-à-dire ce qui a à voir à rapport à la possession de toute la nation haïtienne et en général. Donc, je vous laisse à cette question. Et j'attire encore votre attention par rapport aux 3 éléments de composante que j'ai soulignés dans ma présentation et que j'espère que vous allez poser des questions ayant rapport à ces 3 éléments-là. Et à la dernière question et aux 3 éléments de contexte, j'espère pouvoir être utile dans les réponses. Merci. Un grand merci à vous, professeur Kessler bien-aimé. Alors, je rappelle le thème d'aujourd'hui, c'est la mise en valeur du patrimoine national par l'acte photographique. Et merci beaucoup de votre intervention encore une fois, professeur Kessler. Alors, on a vu en gros que la photographie, c'est un acte physico-numérique. En fait, la photographie crée le lien entre l'être humain et la technologie, pardon. Et l'acte photographique se veut intentionnel et objectif. Quand nous regardons une photo, en fait, l'intention du photographe peut ne pas être perçue par tous les spectateurs, dépendamment de la personne qui regarde. On peut voir sous différents angles. Et nous avons vu également avec le professeur Kessler les composantes indépendantes de la mise en valeur du patrimoine, c'est registre et inscription, protection, sauvegarde et gestion, transmission et mobilisation des soutiens. Au fait, on a remarqué également qu'il nous a fait voir,
qu'il y a des défis auxquels le patrimoine national fait face. Et parmi tout ce qu'il a cité, on peut comprendre que le patrimoine, c'est un acte politique, c'est un acte étatique, parce que le fait même de patrimonialiser, cela ne dépend pas de chaque citoyen, mais cela dépend de l'État. Et si l'État ne prend pas ça en charge, si l'État ne prend pas sa responsabilité face à nos patrimoines, eh bien, il y aura toujours une sorte de négligence en ce sens-là. Et il y a également certains aspects sociaux qu'il faut prendre, en fait, certains aspects sociaux dont il faut prendre en compte afin de pouvoir valoriser nos patrimoines. Maintenant, le moment est venu pour les questions. Je vous demanderai de les écrire dans le chat et comme ça, je les lis afin d'éviter des cacophonies, tout et tout. Vous avez des questions, vous les écrivez et je les lis à Monsieur Kessler, bien-aimé. Alors, professeur Kessler, est-ce que vous aimeriez répondre à chaque question les unes après les autres ou plutôt est-ce que vous préfériez les prendre par série de trois? Ben, tenant compte que ce sera écrit, je n'ai pas bonne mémoire, hein, attention. Et bon. tenant compte que ce sera écrit là dans le chat, et comme ça, ce sont des éléments que je peux rapidement remonter au chat. Mais par toi, comme ça, on ira plus vite. Mais on pourrait justement, on va alterner les deux options. On va effectivement permettre aux participants de poser les questions dans le chat, mais si quelqu'un aurait une question, il peut aussi lever la main et là, nous allons lui autoriser à ouvrir son micro pour pouvoir prendre la parole. Donc, on va essayer d'utiliser les deux. Bon, d'accord. Naturellement, j'ai 2 ou 3 petites questions, mais je vais laisser aux autres participants participer. Je viens de voir une main, mais je ne la vois plus. Ouais. Je crois que c'était Stanley. Je demanderai à la personne qui a levé la main de lever à nouveau. Alors, Stanley, vous avez la parole. Ok, merci Ban. Salut professeur Kessler, salut professeur Michelot. Donc, ma question est la suivante pour monsieur Kessler. Donc, professeur Kessler, selon vous, le problème que notre pays confronte tout ça, est-ce que ce n'est pas un problème de professionnalisme du côté des médias, tout ça qui est la cause principale de ça? Professeur Kessler? Oui. Donc, si je peux, c'est une question assez directe. Et regardons dans l'entrée, l'exposé que j'ai quand même fait, et j'ai identifié un certain nombre d'acteurs. Et également, si on peut mieux dire, de médiateurs. Et la presse en fait partie. Et qu'il y a, bien entendu, les éléments retournés au schéma. Et il y a les instances étatiques et non étatiques. Et que c'est un travail complémentaire et qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc, et bien entendu, comme a bien souligné l'animatrice, l'État, en principe, et en nous référant aux différentes conventions, que ce soit la convention de 1976 et portant sur la défense des biens archéologiques au niveau de l'Amérique, et que ce soit celle de notamment assez populaire de la Convention de 1972 qui est portant sur l'égide sur laquelle nous avons notre PNH et également le patrimoine culturel et matériel et immatériel, la Convention de 1970 relevant de nos biens, c'est-à-dire nos musées, notamment les biens qui sont dans les musées, et Convention de 2005 sur ce qui a à voir avec la diversité culturelle, et 2002 subaquatique. Il y a un point assez commun et récurrent, c'est la question de l'État partie a le devoir de faire quoi? De prendre en charge finalement les éléments du patrimoine qui se trouvent sur son territoire. Et je peux rapidement vous signaler quelques articles allant l'article notamment 12 et de la Convention de 2003. Donc, pour vous dire que l'État partie a l'obligation, en fait, c'est l'État partie qui a, en tant qu'État partie souverain,
qui prend en charge, qui décide, de parapher les documents. Donc, et ces documents ayant force de loi en Haïti, et par rapport à l'article, je crois, 276 et de la Constitution, entre guillemets, en vigueur, je crois que l'État devrait accompagner la presse pour le travail de sensibilisation. Et notamment dans les conventions que nous parlons là, le travail de sensibilisation est censé important et qu'il y a possibilité de coopération et pour justement le travail de la presse en termes de formation technique et même compensation et accompagnement financier. Donc, je peux vous dire que justement, la presse, ce n'est pas seulement un travail de la presse, c'est un travail qui doit être fait, tenant compte que les éléments qui se trouvent sur un territoire, ce sont des éléments que l'État reconnaît faisant partie de son patrimoine. Mais quand même, c'est un travail complémentaire. La société civile, qui est l'autre composante, devrait également s'impliquer. Merci beaucoup.